Alors que les États-Unis se préparaient à entrer dans la Première Guerre mondiale, de nombreux éléments étaient à considérer malgré la brève hausse des dépenses militaires lors de la guerre hispano-américaine. Les forces armées américaines, à l'exception de la flotte de navires de ligne de la marine américaine, n'étaient ni particulièrement nombreuses, ni particulièrement bien équipées. Bien que les États-Unis aient produit des armes légères et des munitions pour les Alliés, une grande partie de l'équipement avancé, comme l'artillerie lourde, les chars et les avions. Ce genre de choses était soit assez limité, soit carrément obsolète dans une grande partie des forces armées américaines. Certains de ces problèmes seraient résolus en adoptant l'équipement britannique ou français à l'arrivée des troupes américaines en France. Cependant, dans d'autres domaines, aucun équipement de rechange n'était disponible. Et de toute façon, il y avait besoin d'une version améliorée. L'un de ces domaines était l'artillerie super lourde, également connue sous le nom de canon sur rail. À une époque, cela désignait une arme si grande qu'elle devait être montée, déplacée et tirée, souvent sur une voie ferrée. Ou, sinon, vous pouviez l'installer à un endroit fixe, auquel cas elle restait généralement immobile. Elles n'étaient vraiment, définitivement pas mobiles, sur route à ce stade. Les deux camps disposaient de ces canons en quantité variable, mais au niveau le plus élevé, du moins à l'extrémité nord du front occidental. Les Allemands étaient avantagés grâce à l'installation de canons navals de 15 pouces de rechange. Ces canons n'avaient rien de mieux à faire après qu'il eût été décidé de ne pas achever le 3e et le 4e navire de la classe Baden ou Bayern. Les plus gros canons alliés disponibles étaient des canons britanniques de 12 pouces datant des pré-dreadnoughts. Et, comme en mer, ils se sont donc retrouvés quelque peu surpassés en puissance de feu. Comme mentionné, la construction de navires capitaux était le seul secteur de l'industrie de guerre américaine où les États-Unis n'étaient pas en retard. Et avec cela, la fourniture d'un grand nombre de très gros canons navals faisait partie du marché. Le canon de 14 pouces calibre 50 était alors à la mode. Au début de l'été 1917, le contre-amiral Ralph Earl, alors chef du bureau de l'artillerie, jugea que ce domaine permettrait aux États-Unis de prendre l'avantage. L'idée d'une batterie mobile de canons extrêmement lourds présentait de nombreux attraits. Cela permettrait de riposter contre les canons allemands si ceux-ci se trouvaient dans la région, mais ils pourraient également exploiter leur propre longue portée pour frapper des dépôts de ravitaillement, des têtes de ligne, des voies ferrées, des points de rassemblement de troupes et d'autres cibles stratégiques loin derrière les lignes ennemies et les frapper avec une force considérable. Il a aussi décidé que, pour une mobilité maximale, dans la mesure où cette arme pouvait être jugée vraiment mobile, non seulement il faudrait que ce soit un canon lourd monté sur voie ferrée, mais le train devrait également contenir tout le nécessaire pour mener à bien sa mission de tir. Cela comprendrait logement d'équipage, munitions, contrôle de tir, nourriture, cantine, voitures pour la préparation, pièces de rechange, outils, radios, grues et matériel de creusement. Cela permettrait au train d'être simplement amené à l'endroit voulu, puis de s'installer lui-même et de commencer à tirer. Cependant, un autre facteur devait être pris en compte. Tout devrait être adapté à la largeur de l'écartement du réseau ferroviaire français et il faudrait également prendre en compte la hauteur et la largeur des tunnels de ce réseau. Et l'ensemble ne pouvait pas être trop lourd, sinon certains ponts ferroviaires pourraient ne pas supporter le poids. L'équipage, bien sûr, serait entièrement composé de marins, car la formation et le soutien nécessaires pour les opérations d'artillerie lourde à longue portée existaient déjà dans cette branche particulière des forces armées américaines. En théorie, un nouveau canon de 406 mm plus grand avait récemment été choisi pour les cuirassés de la classe Colorado. Et cela offrirait une puissance de feu supérieure. Mais cela ajouterait également un poids et une taille considérables à toute conception de train, et, de toute façon, il n'était pas disponible en nombre suffisant. Le canon de 14 pouces, calibre 50, possédait déjà un important stock de canons de rechange et beaucoup de munitions prêtes à l'emploi. Grâce à l'exportation d'anciens canons de 14 pouces calibre 45 initialement prévus pour le cuirassé grec, Salamis, et qui furent finalement envoyés au Royaume-Uni pour être installés sur divers monitors. Les dispositions générales pour l'expédition d'un canon de 14 pouces étaient également assez connues à la fin de 1917. Les détails plus précis de ce qu'il devait concevoir étaient en cours d'élaboration. Des éléments comme un mécanisme d'élévation nouveau ou adapté, car cela permettrait au canon de passer par divers tunnels et d'être nettement plus stable,
On s'est rendu compte que les dispositifs d'élévation navale existants étaient bien sûr conçus pour être installés à l'intérieur des tourelles des cuirassés. Et s'ils étaient installés tels quels sur un châssis ferroviaire, cela laisserait le canon dangereusement haut par rapport au sol. Il a d'abord été recommandé de construire 4 canons et leur train d'accompagnement avec 6 autres canons gardés en réserve au cas où les premiers canons s'useraient ou seraient endommagés d'une manière ou d'une autre. En pratique, cependant, le message de retour était en fait de fabriquer 5 trains pour les canons, ce qui permettrait d'avoir un canon de réserve par train. Et puis un 6e train serait construit comme train de commandement et de communication qui coordonnerait l'ensemble de l'opération. Au cours de décembre 1917 et janvier 1918, les plans et dessins nécessaires ont donc été préparés, avec des contrats attribués en février. Baldwin Locomotive Works a été chargé de construire les locomotives et wagons pour transporter les canons. Et la société Standard Steel Car a reçu le contrat pour le reste des wagons, avec une livraison prévue pour les 2 contrats au plus tard, à la mi-juin. Chaque train transportant un canon aurait 2 wagons de munitions, un pour les obus, un pour les charges propulsives. 2 wagons cuisine, un pour l'équipage et un pour les officiers. Un wagon quartier général où les officiers séjournaient, 3 wagons lits, un wagon citerne pour alimenter divers générateurs et autres sources d'énergie, ainsi qu'un wagon atelier. Un wagon chargé d'outils et équipé d'une grande grue et un autre dédié aux outils et à la construction en général. Mais sans la grue et un dernier wagon qui était chargé de sable et de bois. Le train de commandement aurait 9 wagons, tous spécialement conçus pour leur rôle, à l'exception d'un wagon de construction générique qui l'accompagnerait également. Toute la batterie a été placée sous le commandement d'un capitaine Plunkett, qui avait demandé cette affectation. Il aimait cette idée, la voyant comme la meilleure chance pour un capitaine de la marine américaine de se rapprocher de l'action pendant la guerre. Comme il ne semblait pas penser que la flotte de haute mer allait sortir de sitôt. Au début, l'idée était de garder toute l'affaire secrète. Mais avec des centaines d'hommes nécessaires pour équiper les trains et des milliers impliqués dans leur construction, ainsi que dans les préparatifs eux-mêmes, qui nécessitaient un matériel assez lourd, tout le voile du secret s'est effondré assez rapidement. Bientôt, un nouveau problème est survenu. Il a fallu sélectionner parmi des milliers de volontaires comme Plunkett, convaincus que c'était un bon moyen de vivre l'action. Peut-être voulait-il aussi séjourner dans la campagne française, plutôt que de rester sur un navire en acier ancré à Scapa Flow. En avril, la première voiture équipée d'un canon était prête et a été emmenée pour des essais, ici. Elle a été testée à de faibles angles d'élévation, jusqu'à 15 degrés, ce qu'elle pouvait gérer. Elle a simplement été garée sur les rails, puis elle a été testée à 25 et 45 degrés. Pour cela, il a fallu creuser une fosse entre les rails afin de permettre au canon de reculer. D'où le bois et le matériel de construction qui étaient prévus pour les trains. Au départ, il était prévu d'expédier les trains au Royaume-Uni, puis de les faire traverser la Manche jusqu'au port français situé près de la partie nord du front occidental. Cependant, les avancées allemandes, début 1918, ont rendu cette idée moins pertinente, en raison de l'incertitude sur la sécurité des ports prévus. Et, pour être tout à fait honnête, les cibles que les canons de la marine américaine devaient désormais viser variaient également au fur et à mesure que la ligne de front évoluait. Il a donc été décidé qu'il serait expédié vers la côte atlantique française, où il devrait ensuite être transporté par le réseau ferroviaire français, à travers presque toute la France, jusqu'à atteindre les lignes de front. Près de 500 hommes choisis pour la mission ont été envoyés depuis l'arsenal naval de Philadelphie. 2 navires partirent. L'un fin mai 1918, l'autre mi-juin. Moins d'une semaine après le départ du second, le premier navire transportant les trains et canons démontés suivit. Ces expéditions commenceraient ainsi à arriver en France au début du mois de juillet et se poursuivraient jusqu'à ce que le paquebot SS Rappahannock effectue la dernière livraison à la mi-août. Le premier des vapeurs transportant l'équipement à arriver fut l'ancien cargo allemand Odenwald, désormais le United States Ship Newport News, car il avait été saisi dans le port. Mais le navire ne contenait que des parties de plusieurs trains complets, et tout le monde dut donc attendre jusqu'à la fin juillet, lorsque les cargos Bath et Pensacola arrivèrent avec les pièces manquantes nécessaires. Il fallut ensuite environ 3 semaines, à partir du 20 juillet, pour assembler un seul train complet. Cette première unité fut déclarée prête à quitter Saint-Nazaire le 11 août. Cela aurait dû être plus rapide,
mais quelqu'un avait laissé toutes les instructions de montage derrière lui. Aux États-Unis, ce ne serait pas le bureau de l'artillerie s'il ne faisait pas une erreur. Et donc, tout le travail devait être fait. Grâce aux notes de certains hommes présents lors de l'inspection et des essais d'acceptation des canons quelques mois auparavant, c'est à leur honneur, ils ont réussi à assembler le gigantesque paquet IKE-A. Un deuxième train fut préparé et les deux unités achevées partirent respectivement les 18 et 19 août. Le premier train fut brièvement redirigé vers un terrain d'essai français, le second envoyé directement en action dans la forêt de Compiègne. Je pense que Compiègne, peut-être, avec pour première cible une tête de ligne allemande. Le premier train fut déployé le 11 septembre, tandis que les troisième à cinquième trains arrivèrent et furent assemblés au port. Ils arrivèrent sur le front la dernière semaine de septembre. Fait intéressant, malgré leur gros calibre, les différents trains de canon étaient en réalité commandés par des officiers assez jeunes. L'opération était finalement supervisée par un capitaine. Les trains 1, 3, 4 et 5 étaient commandés respectivement par les lieutenants Martin, Smith, Hayden et Rogers, tandis que le train 2, le premier à voir l'action, était sous le commandement d'un enseigne de vaisseau, Duckett. En règle générale, grâce à leur arrivée en deux groupes, les canons avaient tendance à opérer en soutenant deux zones différentes. Les deux premiers soutenaient surtout les armées françaises, tandis que les trois autres canons appuyaient l'armée américaine inactive près de Verdun. Bien qu'il y ait eu quelques variantes occasionnelles selon les besoins opérationnels, le premier canon n'a été présent sur les terrains d'essai français que pendant une très courte période. Après avoir prouvé sa précision à environ 32 milliards, il a été envoyé à Soissons pour commencer à bombarder une autre tête de ligne allemande. Parmi les autres cibles des deux premiers canons engagés figurait un dépôt de munitions, dont la destruction fut spectaculaire, ainsi que d'autres cibles ferroviaires plus générales. La plupart de leurs tirs visaient à perturber les lignes d'approvisionnement allemandes. Les trois autres canons, comme mentionné, furent envoyés sur le front autour de Verdun, visant à nouveau à perturber la logistique allemande. Comme l'illustre l'extrait suivant d'un rapport d'après-guerre, un simple coup d'œil à la carte montre l'importance de cet objectif. À l'époque, le front autour de Verdun s'étendait presque en ligne droite vers le nord-ouest. Une voie ferrée reliant les villes de Metz et de Sedan suivait également une ligne presque droite, parallèle au front, et cela permettait aux Allemands de déplacer très facilement des troupes d'un point à un autre tout le long de la ligne entre les deux villes. Les Allemands occupaient cette ligne de bataille depuis si longtemps qu'ils avaient rendu la voie ferrée très efficace. La seule autre ligne pour transporter des troupes de Metz à Sedan était une petite voie ferrée mal construite, allant presque plein nord de Metz à Luxembourg-Ville, puis de Luxembourg-Ville presque plein ouest jusqu'à Sedan. Ces voies ferrées formaient un triangle rectangle. Si les Américains parvenaient à couper la ligne directe de communication de Metz à Sedan, l'ennemi devrait transporter ses troupes par un itinéraire 50% plus long via le Luxembourg, sur des voies ferrées peu aménagées. De la voie ferrée plus longue. D'où il est facile de comprendre pourquoi. Un document allemand capturé faisait référence à la ligne de chemin de fer Sedan-Metz comme la plus importante artère de l'armée de l'Ouest. En dehors des terminus de Metz et Sedan, il y avait également d'importantes gares de triage le long de cette ligne principale à Longuillon, Montmédy et Conflans. Je crois devoir m'excuser auprès des auditeurs français. En plus d'être des centres de transport et de ravitaillement, ils comptaient aussi des casernes, un aérodrome et le quartier général de la 7e armée allemande à proximité. Mais, bien sûr, les efforts des 5 canons n'ont pas échappé à l'attention. Et les Allemands ont tenté diverses méthodes pour les arrêter, y compris des tirs de contre-batterie. Des tirs d'artillerie venant aussi de positions plus petites et proches du front, des attaques aériennes répétées et quelques mitraillages occasionnels. Heureusement, tout avait été prévu. La voiture canon et les wagons de munitions étaient protégés par des plaques de blindage, permettant ainsi aux trains d'éviter tout dommage sérieux. Malgré plusieurs tirs qui sont tombés assez près pour projeter des éclats et de la terre sur eux, causant des pertes parmi certains des soldats de soutien aux alentours. 5 hommes des trains-canons eux-mêmes furent blessés lors de ces attaques, 2 légèrement et 3 plus grièvement, dont l'un d'eux, le premier mécanicien Sharp du train numéro 4, mourut plus tard de ses blessures sur le front de Verdun.
Le train numéro 3 a visé la gare de triage et l'aérodrome de Longuien, le numéro 4 la gare de triage de Montmidi et un tunnel voisin, et le numéro 5 une gare annexe au sud de Longon. La semaine précédant la signature de l'armistice, le train numéro 3 a été déplacé pour venir en aide au train numéro 4 contre Montmédy. Et ces canons continuèrent de tirer jusqu'au dernier moment possible, le train numéro 4 enregistrant son dernier tir à 10h57 et 30 secondes, le matin du 11 novembre, ce qui, en tenant compte du temps de vol extrêmement long, permit à l'obus d'atterrir juste quelques instants avant 11 heures. À E5, les canons ont tiré 841 obus en situation de combat. De nombreuses sources affirment que ce nombre est en réalité de 782, mais, à moins que je ne me sois trompé quelque part, je répertorie les obus tirés chaque jour par batterie. À chaque engagement, le train 1 a tiré 275 obus, le train 2 en a tiré 126, le train 3 a tiré 236 obus, le train 4 en a tiré 122 et le train 5 seulement 112. La portée d'engagement la plus longue enregistrée était de 39 340 yards, atteinte par un tir provenant du train numéro 4 le 30 octobre, lorsqu'il a tiré 6 obus sur le tunnel ferroviaire de Montmédy. Comme 300 obus avaient été attribués par canon, les batteries ne risquaient pas de manquer de munitions pendant leur période opérationnelle. La procédure de tir idéal typique a été décrite ainsi dans un document d'après-guerre. Après avoir reçu la nouvelle mission, le commandant de batterie vérifiait d'abord si la nouvelle cible pouvait être atteinte depuis la position où le canon était déjà installé. Sinon, le canon restait provisoirement en place et le commandant choisissait la nouvelle position. À partir de l'étude de la dernière carte ferroviaire corrigée fournie par le régulateur général d'artillerie, la nouvelle position était alors déterminée. Parfois sur une voie ferrée déjà existante, mais souvent sur une voie en courbe ou une voie de garage construite spécialement à cet effet. Le canon, parfaitement aligné sur la ligne de tir grâce à des moyens techniques inutiles à détailler, est placé au-dessus de sa nouvelle fosse. Toutes les voitures et le matériel nécessaire étaient placés en sécurité, à une distance allant d'un quart de mile à 1 mile derrière la position de tir. Tout était soigneusement couvert et camouflé pour échapper à l'attention des aviateurs ennemis qui photographiaient toute la ligne au moins une fois par mois pendant la guerre. Points de visée. Des repères visibles, comme des clochers ou des objets placés artificiellement, étaient alors installés à proximité pour les calculs et la communication téléphonique, établis avec le poste d'artillerie le plus proche et la station d'observation météorologique la plus proche. Une station de sondage qui envoyait des émissions toutes les demi-heures en code radio, qui donnait son altitude exacte au-dessus du niveau de la mer, la vitesse et la direction du vent à différentes altitudes, ainsi que les dernières relevés barométriques. Toutes ces données étaient collectées et conservées par un officier qui, si la distribution régulière était impossible, pouvait effectuer des calculs précis à partir des rapports reçus et classés. Les calculs essentiels, comme les angles de tir, étaient faits directement par le commandant de la batterie. Peu de temps après l'arrivée des ordres de se préparer à tirer sur la nouvelle cible, un avion est arrivé et s'est présenté au commandant pour servir d'observateur aérien. Cet avion transportait un pilote et un expert en artillerie qui avaient reçu des instructions concernant 2 points. Le premier concernait la partie spécifique de la cible, souvent sur environ 1 mile, à laquelle ces corrections de la chute des obus devaient se référer lorsqu'ils signalaient au commandant de la batterie. La seconde concernait la position des soi-disant panneaux de signalisation panneaux qui devaient être utilisés pour signaler aux avions, puisque ceux-ci pouvaient envoyer, mais non recevoir des messages radio. Ces panneaux étaient au nombre de 4 et consistaient en des draps blancs, un grand de 9 mètres sur 9 et 3 autres de 9 mètres sur 3. Ils étaient disposés à une certaine distance du canon, sur un terrain plat et exposés au vent du canon, afin de ne pas être obscurcis par la fumée, le gaz, etc. L'officier responsable des panneaux était en communication téléphonique avec le commandant de la batterie lorsque le tir devait commencer. L'avion a traversé les lignes ennemies pour déterminer si la cible était suffisamment visible pour permettre l'observation. Si c'était le cas, il revenait suffisamment vers le canon naval pour voir la station de panneaux. La présence des grandes feuilles signifiait que tout était prêt. Le pilote a alors contacté la batterie par radio. « Êtes-vous prêt à tirer ?» La réponse « oui » était exprimée sur commande par téléphone depuis la batterie en déployant l'une des petites feuilles à un angle convenu à côté de la grande feuille.
L'avion revenait alors à une position au-dessus de la cible à bombarder et en quelques minutes, il envoyait le signal de tirer. Le canon, ensuite, il a tiré 3 coups en succession rapide. L'observateur artilleur notait la chute de chaque projectile puis corrigeait la visée pour les 3 tirs en même temps, pas séparément. Le message indiquait tant de mètres à droite ou à gauche, ou trop long ou trop court, selon le cas. Le commandant de batterie appliquait la correction sur sa carte, puis convertissait en yards, unité utilisée par les Américains au lieu des mètres. Il calculait la correction et modifiait la visée du canon pendant que l'avion revenait après les 3 premiers tirs. Cette correction était appliquée et le canon chargé pour une seconde série de tirs. En pratique, cependant, le repérage aérien n'était disponible que de temps en temps. Et même dans ces cas-là, un plafond nuageux bas, du brouillard, de la brume ou des interférences radio pouvaient faire en sorte que la cible soit masquée pour l'avion ou que l'avion ne puisse pas transmettre de rapport. En pratique, environ 90% des tirs étaient réalisés uniquement avec des cartes et des tables de tir, avec, de temps en temps, un repérage depuis le sol par un observateur avancé en ce qui concerne l'effet de ces obus lorsqu'ils atterrissaient de l'autre côté. Le lieutenant-commandant Bailly écrivit plus tard dans un numéro des actes de l'Institut naval des États-Unis que la retraite allemande de Léon avait laissé les anciennes cibles des batteries ferroviaires navales aux mains des Alliés. Le contre-amiral Plunkett, car Plunkett avait été promu au moment où l'article a été rédigé, le 14 octobre a visité ce secteur. En inspectant le terrain, il était facile de reconnaître les cratères causés par l'explosion des obus navals de 14 pouces. Ils étaient facilement reconnaissables par leur taille uniforme et leur vaste étendue. Certains contenaient aussi des fragments d'obus, permettant une identification sûre. La fragmentation des obus était excellente. Tous les obus ont explosé. Aucun n'a été retrouvé intact et le nez d'un obus a été découvert à 5 km de la cible. Le général Mangin et le commandement de l'artillerie française étaient ravis du travail des canons, car en travaillant uniquement avec la carte et sans observation aérienne, les tirs étaient dans presque tous les cas des coups au but efficaces, et là où l'observation aérienne avait été possible et les corrections appliquées aux tirs suivants, ils avaient été parfaitement placés. L'effet sur les voies ferrées partant de Laon était tout ce qu'on pouvait souhaiter. Un tir de canon naval de 14 pouces pouvait détruire une voie ferrée triple sur au moins 30 mètres, arrachant les rails, brisant les traverses et creusant un énorme cratère dans le ballast. Malgré les réparations nocturnes des Allemands, les dégâts des canons leur laissaient une certaine communication. Cette interruption a dû leur causer de sérieuses inquiétudes, aussi bien lorsqu'ils tenaient leur position devant Laon que pendant leur retraite. En ce qui concerne les preuves concrètes des pertes infligées aux Allemands, l'amiral Plunkett a appris qu'un projectile avait frappé un cinéma allemand pendant une séance, tuant 40 personnes sur le coup et en mutilant gravement au moins 60 autres SBO. 2 autres obus ont frappé ce même cinéma, qui a été complètement détruit, ainsi que plusieurs bâtiments environnants. Un train de marchandises sur une voie de garage avait été touché et un wagon a été complètement soulevé des rails et projeté à environ 10 mètres de là. Après la signature de l'armistice le 11 novembre, Montmédy, Longuillon, Magin, Lupin et Remoirville ont été visités. Et certains des résultats des tirs ont été observés à la fois par l'observation directe et en interrogeant la population civile qui était restée sur place. Les canons tiraient apparemment à quelques centaines de mètres au-delà des portées calculées à partir de la table de tir. Mais les dégâts, tant matériels que moraux, étaient considérables. Les cibles étaient souvent touchées et la circulation restait totalement arrêtée, non seulement pendant les tirs, mais aussi pendant 6 à 10 heures après. Le tunnel ferroviaire de Longon et Montmédy était la seule ligne permettant d'acheminer les troupes vers Sedan, sauf une voie passant loin au nord par le Luxembourg. La coupure de cette ligne fut une victoire stratégique majeure. Le général Pershing précise dans son rapport sa description de la dernière phase de l'offensive de Meuse-Argonne. Nos canons de gros calibre avancèrent et furent placés pour tirer sur les lignes clés à Montmédy, Longuillon et Conflans. L'objectif stratégique, qui représentait notre plus grand espoir, a été atteint. Nous avions coupé la principale ligne de communication de l'ennemi et seule une reddition ou un armistice pouvait sauver son armée du désastre. L'amiral Sims ferait son rapport au chef d'état-major de la marine vers la fin de la guerre. Les canons ferroviaires de la marine américaine de 14 pouces, calibre 50, ont accompli un travail remarquable et précieux.
surtout lors des dernières offensives. 3 de ces canons, positionnés face à Mézières, maintiennent depuis un certain temps les voies ferrées sous un feu efficace. La précision de ces canons s'est révélée supérieure à ce que l'on attendait. Avec un canon qui avait tiré 150 obus, 24 tirs observés ont été effectués à une distance de 35 800 yards. La dispersion moyenne était d'environ 151 yards en portée et 51 yards en déviation. La correction balistique était d'environ 2800 yards avec des tirs espacés de 5 minutes. La relation entre la taille du groupement et la dispersion moyenne suggère que ces résultats s'appliqueraient à une salve de 12 canons pour un groupement d'environ 650 yards en portée et environ 220 yards en déviation. À 35 800 yards, les canons étant tous considérés comme ayant tiré environ 150 fois depuis l'épreuve. Une analyse minutieuse des résultats obtenus dans les conditions actuelles semble indiquer qu'un canon peut tirer avec précision, même en présence d'érosion à la bouche et d'un cuivrage important. À la fin de la guerre, les canons ont été renvoyés à Saint-Nazaire pour réexpédition aux États-Unis en décembre 1918, arrivant progressivement début 1919. Avec l'arrivée des bombardiers, le canon sur rail était jugé obsolète, et la plupart des trains ont fini par être mis à la ferraille rapidement, sauf un qui a été emmené pour être utilisé lors de tests de blindage au terrain d'essai de Dahlgren, c'est-à-dire. Le canon a été tiré sur un blindage, pas sur le train utilisé comme cible. Cela lui a permis de survivre assez longtemps pour que le Naval History and Heritage Command puisse préserver le wagon canon, qui est aujourd'hui exposé à Washington, District of Columbia. Cependant, pendant son séjour à Dahlgren, un autre canon de 14 pouces a été installé, sans doute après l'usure de l'original, renvoyé dans le stock de pièces de rechange rénovées. Où il a fini, nul ne le sait. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Laissez vos commentaires ou suggestions de navires à examiner ci-dessous. Commentez la publication épinglée pour toute question sur la cale sèche.